podcast IMO. Bonjour, vous avez toujours rêvé de la vie de château et depuis la crise sanitaire, vous en rêvez plus que jamais. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on en parle tout de suite avec Olivier de Chabot. Bonjour. Bonjour madame. Vous dirigez le groupe Mercure, spécialiste de l'immobilier de luxe, des propriétés d'excellence, des châteaux. Le groupe Mercure, c'est un groupe familial. Tout à fait familial. C'est un groupe qui a été développé et repris dans les années 80, au début des années 80, par M. Pierre Chassaigne, qui est notre président, et j'en assure, moi, la direction générale. Alors, comment est-ce que vous avez traversé la crise sanitaire ? Plutôt bien, parce que le marché était porteur pour nous. Et comme le titre de votre émission disait, vous avez toujours rêvé d'un château, avec Mercure, le rêve est réalité, étant donné que nous avions le portefeuille adéquat à un moment donné où les gens cherchaient à s'évader de la ville. On a senti une aspiration de la demande qui s'est concrétisée derrière par une activité commerciale plutôt intense, mais c'était surtout quelque chose de profond. Comment concilier vie professionnelle, vie familiale, comment concilier la campagne et la ville, ou la ville et la campagne, et comment aller chercher de la liberté, de l'espace et de la sérénité à travers des propriétés rurales. Propriété rurale, c'est un château, c'est un manoir, c'est une demeure, c'est une gentilhommière qui se trouve à la campagne, loin des grands centres urbains, même des centres urbains de taille raisonnable, comme les villes moyennes, et qui a l'espace et la verdure comme cadre principal dans sa désignation. La notion du kilométrage hors des grandes métropoles a une autre valeur, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les grands centres urbains, 1 kilomètre peut être 10 minutes, lorsque quand vous êtes dans des villes moyennes et que vous êtes à la campagne, 1 kilomètre, la plupart du temps, égale 1 minute. Ça veut dire que vous pouvez être à 7, 8, 10 kilomètres d'une ville moyenne et n'être qu'à 10 minutes de votre marché ou à un quart d'heure de votre lieu de travail. Faites-nous rêver, ça démarre à partir de combien un château ? Les premiers châteaux, sans que ce soit des bâtiments avec des travaux colossaux. Mais si on est dans une propriété, un petit château de 400, 500 mètres carrés, avec 5, 10 hectares autour, parce que c'est un peu la bague et son écrin, donc le château et la pierre et le foncier et l'écrin, selon les régions, on peut démarrer autour de 500 000, 550 000 euros. On a vu les citadins arriver à la campagne pour ce type de bien. Et par contre, nous avons tenté de les informer sur la nature de l'achat, parce que vous achetez un appartement urbain à 5 000 euros du mètre carré dans les grandes métropoles en province ou à 12 000 euros dans Paris. Vous avez 100 mètres carrés en province, vous avez 500 000 euros, 600 000 euros. Vous achetez un château à 5 600 000 euros, mais il va falloir l'entretenir. Il va falloir le faire vivre. Il va falloir s'en occuper. C'est des dépenses qui ne sont pas uniquement financières, mais qui sont des dépenses de temps, d'énergie, de passe-temps. Quand vous achetez un château ou une propriété, quelque part, vous vous mariez un petit peu avec cette propriété. C'est qu'il va falloir s'en occuper. Vous ne pourrez pas fermer une propriété qui est votre résidence principale comme vous claquez la porte de votre appartement pour prendre un avion et aller passer des vacances au bord de la plage sur un coup de tête. C'est un vrai changement de vie. Vous êtes acheté une propriété, mais quelque part, vous appartenez un peu à cette propriété quand vous l'avez achetée et que vous voulez la faire se bonifier. Et votre rôle, c'est d'accompagner aussi les acquéreurs sur ce terrain-là. Ah oui, surtout de les accompagner, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un achat qui a été fait sans être mûrement réfléchi. Vous pouvez vous tromper, et la sanction est déjà sévère quand vous achetez un appartement en ville avec des droits de mutation et que vous vous trompez, parce que c'est quand même les frais de mutation que vous perdrez, mais vous pourriez accepter de vous être vraiment trompé et dans un marché urbain qui est plus actif, vous dire je le revends. Vous perdez les 6-7% autour des droits de mutation, mais c'est liquide. Vous achetez une propriété, vous la revendez, le marché n'est pas si liquide que ça. Donc vous avez un stress supplémentaire. Donc oui, il est important de les accompagner, il est surtout important de les accompagner dans la prise en main de ce type de propriété. Acheter un château, c'est acheter quelque chose d'inerte. Si vous y mettez un projet, ça devient quelque chose de vivant. Et est-ce que c'est un projet familial ? Ce qui nous arrive, des gens qui cherchent à avoir un sanctuaire pour leur famille, à développer une vie de famille. Est-ce que c'est un projet commercial, c'est-à-dire je fais des chambres d'hôtes, je fais de l'événementiel? Est-ce
est-ce que j'ai acheté une propriété avec vraie réserve foncière ou agricole et dans ce cas-là, je me tourne vers des activités qui peuvent être la permaculture, qui peuvent être la culture tout simplement. Ou est-ce que, comme le groupe le fait aujourd'hui, se tournant vers les propriétés, vers la vigne, où je vais faire du vin et développer une activité autour de l'œnologie, de l'œnotourisme et de la vigne. Tout ça, c'est des projets qui méritent qu'on s'y arrête et qu'on les pose et qu'on s'assure que les gens qui nous l'achètent y ont réfléchi et que c'est, en tout cas, nous, on l'espère, que ce ne soit pas sur un coup de tête, parce que c'est un échec qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur le patrimoine et la vie de nos clients. Vous en avez eu des clients qui ont regretté leur choix, qui se sont précipités un peu vite sur le château? Oui. Vous en avez toujours 1 ou 2% qui s'aperçoivent au bout de 3, 4, 5 ans qui se sont trompés. Ce qu'on a eu, et surtout en 2020, à l'issue du premier confinement, on a eu des clients, pour certains, qui ont extrêmement mal vécu ce confinement qui a été, somme toute, assez sévère par rapport au confinement numéro 2 et numéro 3. Mais ce premier, où tout le monde a été enfermé, pris de court pour certains, je pense, et nous on a analysé que dans le groupe, on a non pas 1 ou 2% d'achats qui pouvaient être mis sur qui pourraient être des erreurs, mais on a plutôt identifié 5-6% d'achats qui ont été, je ne dis pas compulsifs, mais quelque part qui ont été une réaction, une réponse à une période de vie très contrainte, et les gens ont acheté plus par, je ne vais pas dire des fouloirs, mais quand je dis que c'était un achat impulsif, mais peut-être dans cet univers-là, et qu'on va se retrouver avec des clients qui se posent des questions en disant j'ai acheté trop grand, je découvre que ces grandes propriétés, je n'aurai pas mes 19 degrés dans toutes les pièces toute l'année, que quand je mets mon chauffage en route, j'y laisse le bras, et ainsi de suite. Donc des gens qui n'avaient pas compris que ce type de propriété, c'est pas juste un appartement que j'ai dû multiplier en taille, mais que ce sont des vieilles pierres, que ça nécessite un entretien, que dès que je travaille sur des biens de construction ancienne qui sont souvent d'excellente facture, eh bien, il faut trouver les artisans adéquats, il faut trouver les matériaux adéquats, que tout ne se fait pas sur un claquement de main, parce que les professionnels, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est des contraintes que les gens n'avaient pas. On était plus dans le mythe, ou plutôt pas le mythe, mais l'illusion de la Belle au bois dormant. C'est-à-dire que j'ai ce château qui brille dans le fond et c'est une vraie aspiration, mais quand j'y suis, il faut le faire tourner. Et je ne suis pas forcément qu'au salon, je suis aussi à la cave et dans la cuisine. Oui, il faut passer du rêve à la réalité. Oui, mais le réel, si vous l'avez vraiment appréhendé et que vous avez plaisir à faire vivre une propriété, que vous trouvez une vraie satisfaction de restaurer, de meubler, de décorer, de recevoir des amis dans ce lieu sur lequel vous y consacrez énormément de temps, parce qu'il n'y a pas que l'argent vraiment, c'est parce que une grosse partie des gens qui nous achètent aujourd'hui, en tout cas ceux sur ce type de propriété, ce sont des gens passionnés, vont y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de leur congé, de leurs loisirs. Et il y a aussi la joie de partager le fruit de son travail. Et ces gens qui ont acheté en 2020 peut-être un peu vite, est-ce qu'ils le revendent aujourd'hui? Oh non, c'est beaucoup trop tôt. D'abord, je leur déconseille parce que je pense que ce serait délicat à revendre, parce que tout le monde saurait que c'est plutôt une vente sous la contrainte. Mais néanmoins, ça peut être fait parce que le marché est toujours porteur. Hein. Mais si les gens l'ont acheté, c'est que ça correspondait à un rêve ou une aspiration. Maintenant, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé les clés pour associer le château au châtelain, comme on dit, mais c'est pas parce que vous la trouverez pas demain matin ou dans 6 mois. Donc, ça mérite de peut-être de repenser son projet et de le revoir autrement que de partir uniquement dans une vision qui était celle initiale de je vais me projeter de la campagne, de la ville à la campagne. Et par contre, de se dire que la vie à la campagne est une autre vie et que c'est assez intéressant de se poser et de dire comment ce projet, je peux le remettre sur les rails. C'est pas parce qu'un projet qu'il a initialement des faiblesses qu'il est condamné. Loin de là. Au niveau des prix, comment est-ce qu'il évolue le marché? Il évolue au même titre que le reste du marché. C'est un marché qui avait extrêmement souffert après la crise de 2008, où de 2008 à 2016, il est atone, donc il perd moins 30% entre 2008 et 2009 ou 10. Hein. Ça a été un marché qui a vraiment souffert. On avait commencé à reprendre des couleurs
en 2017, 18, 19. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces 2 ans de marché qui très dynamique, on est revenu au prix de 2008. Donc cette année, on pense qu'on sera sur des prix compris entre 7 et 10% selon les régions et la typologie de biens. Dernière question, Olivier de Chabot, et j'aurais peut-être même pu commencer par celle-ci. Comment est-ce que vous définissez un château ? Les châteaux, historiquement, pour le groupe, on les a dénommés en disant que c'était soit une demeure avec plus de 1000 mètres carrés développés, soit en repartant des cadastres pour tout bâtiment de belle construction qui se situe à un endroit qui est dénommé château. Ce qui nous a permis d'avoir une nomenclature définie sur des critères qui soient le plus objectifs possible et pas juste liés à notre appréciation de se dire demain, est-ce que cette demeure est un château ou est-ce que ce manoir est juste une gentilhommière. Voilà comment on les a définis dans le groupe. Donc la surface, le cadastre. Effectivement. Si on veut acheter un château, comment on vous trouve ? Alors, vous nous trouvez, et je vous conseille de venir sur le site Mercure, donc groupemercure.fr, et vous trouverez aujourd'hui plus de 270 châteaux à la vente. Vous pouvez nous trouver à Toulouse, parce que le siège est à Toulouse, mais sans ça, vous pouvez trouver le groupe à travers la France, parce que nous travaillons sur les 8/10 du territoire français, à travers des agents commerciaux et des agences, que sont les agences de Toulouse, de Bordeaux, de Poitiers, de Nantes, Paris, Dijon et Lyon. Merci beaucoup, Olivier de Chabot. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure. Merci beaucoup, madame. Mon podcast IMO.